Ce projet s'appelle Je n'habitais pas mon visage et c'est un projet qui a été créé en commun avec des patientes et des patients qui ont eu un cancer de la face. Je les ai rencontrés alors qu'ils étaient dans des périodes soit de défiguration, soit de reconstruction du visage. Et on a tâché de créer à partir de cette limite qui est j'existe sans visage à un moment dans ma vie et puis j'ai un nouveau visage qui arrive. J'ai travaillé avec 5 patientes et patients que j'ai rencontrés pendant un moment de leur reconstruction ou de leur défiguration. Et je suis resté responsable du désir de créer et du cadre de création, mais on a dans ce cadre-là trouvé des manières de raconter ensemble ce qui leur arrivait. Donc les premiers temps de travail, c'était des entretiens dans lesquels à la fois ils m'expliquaient ce qui leur est arrivé physiquement et puis moralement, comment est-ce qu'on déclenche un cancer à 30 ans, ou en tout cas dans ces âges-là. Et en même temps, on essayait de trouver des manières de créer ensemble, de pouvoir, soit on m'a passé des commandes, donc Anna m'a dit que je ne pouvais pas la photographier pendant 1 an, et au bout d'1 an, elle a accepté que je la photographie, mais c'est elle qui choisissait comment je la photographiais. Philippe, dès le début, a choisi d'être photographe lui-même, donc il avait un appareil photo et on avait une conversation photographique. Samia avait besoin plus d'écrire et elle m'a commandé des films aussi. Avec Xavier, on a beaucoup travaillé sur son humour et comment est-ce que l'humour peut être une arme contre une période qui est vraiment traumatisante. Et enfin, avec Béatrice, on a énormément travaillé autour du rêve, comment est-ce que le rêve permet de structurer, ou en tout cas de reprendre pied à un moment où on est en train de perdre pied. Donc ça, c'est une photo d'une gueule cassée de la Première Guerre mondiale, qui appartient à l'historial de Péronne. Et la seule chose que j'ai faite, c'est de rajouter une grande bande noire sur ce visage. Et en fait, ça donne la tonalité de tout le projet. C'est à la fois signifier la défiguration et protéger la personne. Jamais être dans le spectaculaire et toujours être dans quelque chose de très respectueux du visage d'autrui. Ça, c'est une photo qu'on a faite pour Anna. C'est une de ses premières commandes. Elle m'a expliqué en fait que plutôt que de dire qu'elle avait eu un cancer, parce que comme elle est moldave et très croyante, le cancer c'est plutôt vu comme la réponse à un péché, elle dit aux gens qu'elle a eu un accident de voiture. Et donc on a pris une voiture dans une casse, on l'a retournée dans un champ. Elle n'est pas venue avec moi parce que je travaillais avec un assistant et c'était trop compliqué pour elle de voir d'autres gens encore à ce moment-là. Mais on avait réfléchi ensemble à comment serait la lumière, comment serait le cadre. Et donc on a retourné la voiture dans un champ, on avait un groupe électrogène, une machine à fumer. On a imaginé ce que pouvait être cet accident fictionnel. Et justement, on avait choisi avec Anna que la lumière raconte une fiction. Donc on a une lumière qui est rouge et jaune, où on voit très bien que c'est mise en scène, quoi. Non, ça, c'est une image qui a été faite avec Philippe et où il y a plusieurs périodes de travail avec lui. Dans tout le travail qu'on a mené, il y avait vraiment la question du masque chez Philippe et de l'avatar. Comment est-ce que je me représente, comment est-ce que je me protège. Et donc, on s'est demandé s'il existait un musée du masque. Il y en a un à Binche en Belgique. Donc, on est allé avec lui visiter les réserves du musée, choisir des masques, qui nous a accueillis. On est allé dans les réserves et Philippe a choisi entre 5 et 7 masques avec lesquels il a posé. Donc là, on voit le bras du conservateur du musée qui tient un masque qui recouvre le visage de Philippe. Donc on voit pas son visage. Et sur ce tirage-là, et c'est le même principe dans le projet de livre, il y a un texte qui vient recouvrir la moitié de l'image, qui vient recouvrir en tout cas la partie qu'on aimerait voir. Et il est écrit sur une aire d'autoroute où j'ai dû descendre, les gens me regardaient quand je les regardais pas, je sentais leur regard, quand je les regardais, ils baissaient la tête, la prochaine fois je les photographierai. Et donc ce texte, en fait, c'est un des mots de Philippe et c'est à partir de ça qu'on a créé des images. Là, le texte éclaire pas l'image, mais ils sont en correspondance. Donc ça, c'est une des premières photos que Philippe m'a rendues sur une pellicule, puisqu'il avait choisi d'être photographe comme moi, donc il avait un appareil photo. Et c'est une photo qu'il a faite chez lui d'un cadre. Et le flash est parti, et donc le cadre est complètement aveuglant. On voit pas ce qui se passe dedans. Et on voit que cet éblouissement, et c'est ce qui est intéressant, et ce pourquoi on l'a gardé, c'est que c'était vraiment le rapport au visage de Philippe à ce moment-là. Il ne pouvait pas se voir dans un miroir, c'était trop éblouissant ou trop aveuglant pour lui. Et donc cette image-là, elle est vraiment intéressante parce que durant tout notre travail d'ailleurs, Philippe m'a
m'a pas dit grand-chose, mais toutes ces photos parlaient pour lui, et là on voit où est-ce qu'il en était du rapport à son visage dans cette photo-là. Donc sur beaucoup d'images et sur beaucoup dans ce travail-là, en fait, le rapport entre le texte et l'image ou les œuvres qui ont été créées est vraiment primordial. Donc à chaque fois, en fait, les textes qui sont sur les images sont des textes qui sont extraits de mon carnet de travail. Là, le texte, il vient recouvrir un portrait d'Anna. Donc Anna, elle n'a pas voulu que je la photographie pendant 1 an. Et au bout d'1 an, elle s'est dit bon, je veux bien que tu me photographies, mais c'est moi qui choisis comment tu me photographies. Et ce jour-là, donc c'était la première fois que je devais la prendre en photo, et j'arrive et elle était maquillée, donc je me suis dit ah c'est chouette, elle a préparé notre portrait. Et quand je sors mon appareil photo, elle me dit bon aujourd'hui tu me photographies, mais il faut que je sois le plus flou possible. Et donc c'était marrant d'avoir ce désir d'être représenté quand même, de se maquiller, de s'apprêter, et en même temps de vouloir être complètement absente. Et c'est vraiment le paradoxe d'Anna qui est dans cette image-là, quoi. Et donc là, on voit que sur son portrait, il y a ce texte qui vient recouvrir son visage, donc on n'y a pas accès tout de suite. Et tous les textes qui sont dans ce projet-là, en fait, c'est des textes qui sont extraits de mon carnet de travail, et qui sont des extraits de nos entretiens, donc qui peuvent donner naissance à des photos, qui peuvent rester au statut de texte s'ils ont le besoin de rester au statut de texte, mais qui vont aussi donner naissance à des travaux multimédia, des travaux vidéo, des sculptures, des installations. Ça, c'est une image qu'on a produite pour Béatrice. Dans sa vie de patiente, elle a 3 rêves qui sont très importants. Le premier, elle glisse dans un puits qui est en glaise, et la glaise coule entre ses doigts et elle descend et elle n'arrive pas à se rattraper. Ça, c'est l'annonce de son cancer. Le second, elle voit un feu, et sur le feu, il y a quelque chose qui cuit, qui est brûlé entièrement. Elle comprend que c'est sa tumeur, et donc c'est le rêve où elle se dit c'est bon, je suis soignée de la partie cancer. Et le troisième, c'est la veille de l'opération, elle rêve que le chirurgien s'est brisé les mains, qu'il ne peut plus l'opérer, et elle le porte dans ses bras, elle l'amène dans sa maison de famille, et elle lui achète de la viande, et elle l'aide, elle l'apprend à coudre pour la recoudre. Et donc on est allé à l'hôpital retrouver le chirurgien avec lequel on a travaillé tout du long, qui a accepté de faire cette image. Donc là on voit un pavé de rumsteak qu'il est en train de recoudre. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était à 3, Béatrice était là, et donc on avait vraiment le rapport presque rendu réel par cette photo. Ça, c'est une photo de Philippe. Et donc ce qui vient recouvrir la photo, c'est la photo de son arrière-grand-père, qui est assez androgyne sur cette photo-là. Et avec Philippe, on a toujours eu des questions d'identité très fortes. Il y a une photo où il s'est rasé les sourcils avant l'opération, il a l'air très féminin. Et donc là, son grand-père a l'air très androgyne. Et en dessous, du coup, c'est le premier portrait où on voit Philippe entièrement, après sa reconstruction. Et on voit que son nez, il a été reconstruit, mais la reconstruction, lui, n'est pas tout à fait réussie, parce que le nez s'est un peu affaissé. Et lui, d'un trait de Posca, il a retracé le galbe du nez qu'il aurait souhaité. Donc c'est vraiment la force de Philippe, quoi. C'est à la fois, là, il arrive à se montrer, et en même temps, il arrive à dire ce qui lui manque encore dans un seul geste et dans une seule image. Donc là, c'est un poème qu'on a demandé à Perrine Lequerec, qui est une poétesse avec qui je travaille, d'écrire ce texte-là. Donc c'est un poème à son péroné, mais aussi à comment le langage peut aider Samia à se sortir d'angoisse. Elle a fait une prière à son péroné en lui demandant de tenir, parce qu'elle avait vraiment besoin de cette opération-là, et elle avait besoin de l'écrire, donc Perrine l'a aidée à écrire ce texte. Et ça, c'est la dernière image du projet. Donc Samia, on a choisi des fleurs ensemble pour lui installer sur le visage. Et c'est lié au fait qu'elle ait dit je suis tombée malade en hiver et j'ai guéri au printemps. C'est l'image qui représente ces mots-là. Alors ça, c'est une série de bandeaux qu'on a fabriqués avec Xavier. Xavier, il était pompier de Paris et très sportif, très dynamique. Et un jour, il a perdu un œil. Il a eu un cancer du plancher orbital et il a perdu un œil. Et donc, depuis, il porte des bandeaux qui ressemblent à ça.
qui sont fabriqués avec du jersey et qu'il met pour cacher l'œil qu'il n'a plus, quoi. Donc c'est un travail sur ces différentes stratégies qui en même temps me fait beaucoup rire. Il est extrêmement drôle vis-à-vis de la perte de son œil et il dit que c'est une manière de mettre à distance cette violence. Et donc il a plein de blagues chaque jour. Chaque fois que je le rencontre, il me dit plein de choses vraiment très drôles par rapport à l'œil, quoi. Et donc on a brodé sur ces bandeaux les blagues qu'il dit par rapport à ses yeux. Donc là par exemple, ça c'est les borgnes sont rois, demi-dieu, il y a œil pour œil, clin d'œil. Ça c'est mauvais œil. Et celui-là c'est la beauté dans l'œil. Et donc c'est mettre dans le même objet les deux stratégies de défense, quoi. Le fait de dissimuler et puis le fait d'en rire, et du coup de mettre ça à distance par l'humour. Un travail qu'on a fait avec Samia, parce que c'est elle qui m'a dit je n'habitais pas mon visage et ça a donné le nom à la série. Elle me dit que quand elle n'habitait pas son visage lui permettait plus d'être en relation avec les autres parce qu'il était trop abîmé et elle se vivait trop mal. Donc on a pris une photo d'identité sur laquelle on est venu coller des épines d'acacia. Il y a un œil qui reste sorti parce qu'elle dit que jamais elle a été quand même aveuglée et qu'elle a toujours regardé le monde, mais que son visage lui permettait plus d'être en relation. Dans ce cadre-là, on a une tresse de cheveux de Béatrice qui, quand elle a eu son cancer, elle s'est dit, en gros, soit je meurs avant 5 ans, et si je passe les 5 ans, après c'est bon. Et donc, elle ne s'est pas coupé les cheveux, parce qu'en plus, lors de la chimio, elle a perdu un peu de cheveux. Elle ne s'est pas du tout coupé les cheveux pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, elle s'est enfin coupé les cheveux, et on a installé cette tresse qui est juste un symbole de cette rémission. Alors ça, c'est une des premières pièces qu'on a faites avec Samia. C'est donc un haut de maillot de bain qu'on a mis dans une boîte d'entomologie. Un jour, on travaillait chez Samia et en fait, elle a eu beaucoup de reconstructions successives, donc elle a des cicatrices un peu partout sur le corps qu'elle n'assume pas. Et je lui dis qu'est-ce que ça change dans ta vie quotidienne. Elle me dit par exemple, tu vois, je mets plus de 2 pièces. Et c'était un truc que j'aimais vachement, aller à la plage en 2 pièces. Et donc on s'est demandé comment est-ce qu'on allait installer ça, parce que c'était une histoire qui nous semblait importante. Et en face de l'hôpital Tenon où elle était soignée, il y avait un entomologiste. Et on est allé le voir avec ce maillot de bain. Il nous l'a installé comme un papillon de collection dans cette boîte. Et pour Samia, c'est quelque chose qui est important de savoir que cette histoire-là, elle est dans cette boîte-là, ça décharge cette histoire-là à un endroit et ça l'aide, je pense. Ça, c'est une proposition de scénographie qui avait été pensée pour un concours, qu'elle s'organise sur 5 images principales, qui sont 5 images autour des stratégies de défense et de comment est-ce qu'on se reconstruit, plutôt psychiquement quand on a subi une défiguration. Les 4 perpendiculaires sont les endroits où sont insérées les citations et puis mes pages de carnet de travail. Et tout ce qui tourne autour sont soit des images, soit des films, soit des objets qui viennent travailler en boucle autour de ces 5 images principales et qui viennent éclairer chaque partie entre l'annonce d'une défiguration à venir et puis la reconstruction finale. Alors cette pièce-là, c'est un ensemble de photographies d'archives d'Anna, de son archive familiale, sur laquelle on la voit enfant jusqu'à son adolescence, avant qu'elle soit touchée par une défiguration. Et toutes ces photos-là, il y a une partie de son visage qui est projetée sur l'empreinte de son visage actuel, donc la partie qui est vraiment défigurée et que Anna a bien voulu qu'on fixe dans du plâtre. Pour elle, c'était important d'avoir à la fois ces images d'enfance, qui sont la trace de sa vie passée, et puis cette empreinte, donc il y a son visage qui apparaît sur le plâtre, et à la fois on voit derrière que le visage il est creusé dans l'image d'archive qui est projetée sur le drap, on voit le trou qu'a créé sa défiguration. J'ai travaillé pendant tout ce projet avec 5 personnes qui ont toutes traversé une défiguration très importante et qui ont toutes habité le monde sans visage. Et je pense qu'elles, en étant à la marge de la société, elles peuvent nous apprendre aussi, nous qui ne sommes pas à la marge, à quoi ça sert un visage dans la relation à autrui.